Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser la question de savoir si l'immobilier est encore intéressant en 2023. On va essayer de trouver des perspectives pour l'année prochaine et j'espère que ça va vous plaire. Restez avec moi. Analyse Immo, c'est la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à rester jusqu'à la fin pour avoir toutes les perspectives de 2023. Je vous donnerai un petit peu mon sentiment en tant qu'investisseur et en tant que youtubeur sur cette thématique-là. J'ai fait, au préalable, je fais une petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur de la macroéconomie, donc ça n'a pas vraiment pris parce que je pense que les gens qui viennent ici viennent pour de l'immobilier. Donc je vais ouvrir une chaîne secondaire sur ce sujet. Donc si ça vous intéresse, laissez-le moi dans les commentaires et je vous tiendrai au courant bien sûr. Aujourd'hui donc les perspectives 2023 et on va s'attarder sur les facteurs économiques qui peuvent faire que l'investissement immobilier fait peur mais aussi peut faire du bien au portefeuille. Alors il ne faut pas être surexposé, c'est comme toutes les classes d'actifs. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour avoir bien en tête la stratégie qu'il faut adopter et surtout les raisons qu'il faut garder en tête, les indicateurs pour réussir ces investissements tout simplement. Beaucoup de gens tâtonnent, effectivement, on avait déjà prévu le ralentissement du marché économique dans des vidéos précédentes, déjà il y a plus de 6 mois, donc ça c'est, je suis content d'avoir pu prévoir ça, évidemment c'est pas avec une boule de cristal et je suis pas un génie, il y a d'autres personnes qui l'ont vu, mais il y a des personnes qui sont malheureusement en train de vendre aujourd'hui, alors que c'est un peu trop tard déjà, sauf si vous faites déjà une concession sur le prix et que vous êtes prêt à vous dire que les prix que vous avez vus en catalogue et en annonce immobilière en fin d'année, il y a un an et demi et même l'année d'avant, sont plus les vrais prix, puisque à partir du moment où il n'y a pas de rencontre entre l'offre et la demande, il n'y a pas de marché immobilier, donc il n'y a pas de prix de marché. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à l'immobilier plutôt qu'à d'autres classes d'actifs? On va d'abord regarder le point numéro 1 qui est sur l'inflation, bien sûr, puisque tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde en parle quand même. On va regarder le cash flow, donc qu'est-ce que c'est que le cash flow? Est-ce qu'il faut toujours se concentrer sur cette stratégie-là? On va regarder évidemment comment, malgré le ralentissement, on peut encore devenir rentier. Alors ça ne se fera pas comme tout le monde l'expliquait, comme tous les youtubeurs l'expliquaient, sur 3 ans avec 5, 6, 7 crédits. Ça sera sur le plus long terme, mais le marché immobilier reviendra un peu sur le devant de la scène avec un dégonflement des prix et donc du coup des opportunités. Le quatrième point qu'on va regarder, ça va être le crack immobilier dont tout le monde parle et donc du coup pour lequel j'ai fait la vidéo. C'est d'ailleurs une des vidéos qui a le mieux performé de la chaîne. Donc ça fait peur, mais en même temps ça fait parler et il y a un engouement pour ce genre de sujet. Et enfin le dernier point, on va voir comment l'effet de levier, le fameux effet de levier qui est important pour l'immobilier, pour un investisseur locatif, est rogné par le fait de l'augmentation des taux d'intérêt évidemment. Et donc quelles sont les perspectives par rapport à ça en termes de baisse de prix et en termes de marché immobilier? Vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul marché immobilier, mais il y en a plusieurs, il y a des marchés immobiliers, ça on l'entend aussi, donc j'espère que vous êtes éduqués sur ce genre de sujet. Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez les clés pour réussir vous-même et vous apprendrez beaucoup de choses, je l'espère, avec cette vidéo-là. Pendant les fêtes, on a du temps, donc il faut en profiter pour se former. Se former qui, par ailleurs, est le meilleur investissement. D'ailleurs, avec une chaîne YouTube, c'est gratuit, mais vous avez un retour sur investissement en suivant bien le contenu de manière régulière. Donc, encore une fois, abonnez-vous, ça nous fait grandir, ça fait presque un an que la chaîne existe. Et c'est grâce à vous qu'on grandit, c'est très important de vous avoir à nos côtés, sinon on ne serait pas écouté. Et puis en même temps, on a besoin aussi de pouvoir être financé sur certains aspects. Donc voilà, après la monétisation YouTube, hein, on va être honnête, je ne suis pas là pour mentir, c'est pas un salaire en soi, mais disons que ça permet d'amortir les frais de montage, de matériel, etc., etc. Donc merci beaucoup à ceux qui le font et activez la cloche pour pouvoir avoir les nouveaux contenus en direct dès qu'ils sortent. Donc on parle souvent de projets immobiliers, on va commencer tout de suite avec la question que tout le monde se pose, la question de l'inflation. Il y a beaucoup de gens qui tâtonnent en ce moment parce que il y a des titres de news qui font peur, évidemment, c'est plus vendeur, mais c'est surtout la réalité. Il faut surtout savoir quel est l'objectif que l'on veut atteindre et en se fixant cet objectif-là, on arrive bien sûr à déterminer des étapes clés
dans la perspective. Évidemment, si on procrastine et si on se dit « Ah bah demain le monde va s'effondrer, l'économie est mal, etc. etc. », on fait jamais rien. Et si on fait jamais rien, c'est pire que de faire une erreur. Alors certes, l'erreur, il ne faut pas qu'elle nous coûte l'entièreté de notre patrimoine, c'est pour ça qu'on diversifie, pardon, mais au moins il faut se lancer pour pouvoir comprendre, apprendre. Donc l'inflation, c'est pas forcément ce qu'on pense. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà ce que j'en pense. C'est pas forcément l'augmentation des prix à la consommation. D'ailleurs, on pourrait très bien se dire et défendre la thèse selon laquelle il y a une déflation sur les actifs, sur les différentes classes d'actifs, que ce soit le marché action, les crypto-monnaies et même d'autres classes d'actifs dont l'immobilier fait partie. Et donc l'inflation, c'est pas forcément la perte de pouvoir d'achat, ça c'est plus la conséquence de l'inflation. Et ce qui va déterminer l'inflation, ça va être plusieurs facteurs: la production, la demande, la monnaie en circulation, la masse monétaire en circulation, la vitesse à laquelle elle circule, ça s'appelle la vélocité. Et donc ça, ce sont des facteurs qui sont déterminants pour le marché immobilier. Et c'est la première raison que je veux évoquer avec vous. C'est un investisseur, il doit regarder non seulement son investissement sur le papier, mais aussi l'environnement dans lequel il évolue. Pour évidemment matérialiser cette inflation, qu'est-ce que ça veut dire pour nos portefeuilles, qu'est-ce que ça veut dire pour notre gestion de patrimoine? Eh bien, il faut regarder sur le long terme, parce que l'inflation, c'est pas les titres des journaux ou des médias, c'est en fait une réalité et c'est pas nouveau en fait. On sait que la monnaie se déprécie du fait de la planche à billets, de l'impression monétaire, des déficits budgétaires pour pouvoir financer tout un nombre série de choses qui ne sont pas forcément réfléchies sur le long terme d'ailleurs de la part de ceux qui le font. Ben ça se matérialise par la perte de pouvoir d'achat de votre portefeuille. En 2000, 100 € ne valent plus que beaucoup moins. J'ai pas exactement le chiffre du déclin, mais je vous le mettrai donc en graphique. Ce qui est sûr, c'est que par exemple le dollar, qui a eu une durée de vie plus importante, lui, s'est déprécié par plus de 90% de sa valeur entre 1920 et 2020. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard, c'est forcément le fruit de quelque chose qui est construit sur le très long terme pour rattraper les erreurs de court terme. Et pourquoi du coup s'intéresser à l'immobilier dans un cadre inflationniste? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez tous le marché des actions, vous avez peut-être un PEA, vous avez peut-être investi dans un compte titre sur des actions américaines. En fait, quand vous achetez une action, vous achetez un business, vous achetez forcément quelque chose qui intéresse des consommateurs ou si ça vend en B2B, qui intéresse des entreprises en termes de produits. Mais ces actions-là, sur le long terme, eh bien, il y en a qui disparaissent. Il y a des entreprises qui font faillite, par exemple, et ça, c'est très grave puisque vous perdez l'entièreté de votre somme en ayant peut-être spéculé au départ ou en espérant un dividende, par exemple. Tandis que l'immobilier, certes, ça peut faire un crack, hein, et il peut y avoir des baisses de valeur de 50%, mais disons que l'immeuble ne va pas être rasé du jour au lendemain, à moins qu'il y ait une guerre civile, à moins qu'il y ait des bombes qui se jettent sur une ville. Voilà, il n'y a pas de grand risque, la pierre va rester attachée au sol, et c'est pour ça que ça rassure d'ailleurs l'immobilier, et c'est pour ça qu'on est dans un cadre inflationniste. Donc, soit les entreprises qui ne peuvent pas réussir vont prendre de plus en plus de dettes et du coup vont pas pouvoir les rembourser et du coup vont disparaître, bah, l'immobilier reste un actif où là on se dit, à condition de ne pas être trop endetté aussi non plus, là on se dit l'immeuble, il y a de fortes chances pour que dans 200 ans ils soient encore là. De par ce fait-là, on va avoir une espèce de conservation de la valeur sur le très long terme. Et donc il serait intéressant de se pencher quelques secondes sur la comparaison entre les taux d'inflation officiels et les évolutions des prix de l'immobilier pour voir si justement on a une corrélation sur le long terme. Est-ce que lorsqu'il y a des phases de déflation d'actifs, l'immobilier suit en baissant? Est-ce qu'il y a des phases d'inflation des actifs, est-ce que l'immobilier suit? On va regarder un peu ça et passer au point suivant pour comprendre un peu mieux encore l'intérêt de l'investissement immobilier ou le désintérêt si vous n'adhérez pas forcément à cette analyse, bien sûr.
La deuxième raison, évidemment, c'est le cash flow, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le revenu complémentaire ou le revenu principal lorsque vous êtes rentier, on verra le point rentier juste après, mais voilà, ça constitue toujours, en cas de coup dur, une rente qui va pouvoir combler les périodes où malheureusement il y a certaines personnes qui vont perdre leur emploi. Alors du coup, le côté négatif, c'est qu'il ne faut pas que l'investissement que vous avez, la personne qui est dedans avec le locataire perde son emploi à vie parce que du coup il ne pourra pas vous payer le loyer et du coup il y a tout un mécanisme qui s'enclenche et c'est des périodes qui sont assez dures, mais déjà vous dans votre situation personnelle, si vous perdez votre emploi, si votre business ne tourne pas très bien, eh bien vous avez un revenu complémentaire, vous avez une rente qui permet de amortir les coups durs puisque vous êtes censé avoir un emprunt qui vous coûte moins cher que les loyers qui rentrent. Donc ça, c'est l'effet de levier. Et l'effet de levier, on le verra en fin de vidéo. Donc je vous invite à rester pour savoir ce que c'est si vous ne savez pas. Et savoir comment en bénéficier encore, puisque il est drôlement grignoté. Quoi qu'il en soit, ça permet d'avoir un revenu complémentaire. Et ça, c'est très important en période de récession. Surtout que quand vous avez des rentes semi-passives en immobilier, vous pouvez tout de suite convertir le cash que vous avez dans des choses qui protègent la valeur, soit en réinvestissant en immobilier, soit dans des actifs plus protecteurs du patrimoine, comme les métaux précieux, comme pas mal de choses sur le long terme. Comme ça, vous avez d'office une diversification qui est optimale. Puisque je parle de gestion de patrimoine, petit disclaimer, évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement et tout ce que je dis là doit être vérifié par un gestionnaire de patrimoine agréé. Moi, je n'ai pas le droit de faire de conseils, je vous dis juste ce que je fais pour moi, tout simplement. Donc le troisième point, c'est évidemment à terme de devenir rentier et d'investir dans un actif qui est tangible. Alors rentier, pour moi, c'est plus vers la retraite où là, on perd de la force de travail, on perd quelquefois ses capacités intellectuelles et du coup, on ne peut plus exercer les mêmes métiers qu'on faisait. Et donc ça permet forcément d'avoir une assise financière de rente en fait, et la rente c'est pour moi la capacité à générer un revenu sans forcément faire quoi que ce soit. Il y a certes toujours un peu de gestion, même si on délègue, il y a toujours un peu de gestion. Je vous envoie vers la vidéo que j'avais faite sur la gestion locative qui est utile à tout à chacun. Et donc ça, c'est important de se dire que de toute façon, nous les millennials, la génération un tout petit peu avant, la génération un tout petit peu après, pas forcément nos parents ni nos grands-parents, pas forcément les petits-enfants qu'on va avoir, j'en sais rien, mais là on est dans le dur, on est vraiment dans le dur, on est dans un point où les baby-boomers vont malheureusement quitter ce monde, et du coup nous on va avoir la charge de la dette qui va nous être imposée, et on est obligé de s'en sortir un peu nous-mêmes, parce que sinon on va forcément aller au casse-pipe, et avec toutes les réformes qui sont forcément en train d'être mises en place, parce que y a une incohérence mathématique, hein, il n'y a pas forcément une volonté politique, ça se discute, mais disons que quand on regarde les chiffres, on sait très bien qu'il n'y aura pas assez de travailleurs et donc d'imposition qui va pouvoir combler et rembourser les dettes et payer les retraites en même temps. Donc il va y avoir forcément des remaniements et c'est à nous un peu de nous prendre en main pour arriver à sortir notre épingle du jeu. Et du coup d'ailleurs, moi je fais une newsletter, je fais une plateforme d'investissement immobilier, je parle aussi de macroéconomie beaucoup sur la chaîne secondaire que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. Donc c'est une chaîne évidemment qui démarre, hein, il y aura une vidéo dessus et puis c'est tout, mais ça me permet de me soutenir, j'espère que vous serez au rendez-vous, et donc il faut se prendre en main, et arriver à un objectif dans plusieurs classes d'actifs qui nous rapportent des revenus réguliers, que ce soit détenir un site internet qui fait des revenus complémentaires, que ce soit avoir de l'immobilier avec des locataires, que ce soit des actions à dividendes. Je parle de tout ça dans cette chaîne, donc allez y jeter un œil et allez vous abonner, ça me soutient grandement, et c'est un des challenges que je me suis lancé pour 2023. Merci beaucoup à tous. Donc revenons à notre sujet principal, le rentier. Le rentier, c'est quelqu'un en fait qui est libre, tout simplement, qui est libre financièrement,
qui vit de ses rentes, qui vit de ses revenus complémentaires. Il a bien placé, il a bien géré, il a bien épargné, il a bien rentabilisé son patrimoine et du coup il peut tout simplement prendre sa retraite sans compter sur les autres, sans compter sur l'État pour lui payer et sans compter sur sa famille, sans compter sur un employeur. Donc ça c'est hyper cool et ça c'est le but qu'on devrait un peu se fixer, quelle que soit la manière d'atteindre, de manière éthique bien sûr, mais il faudrait absolument se le fixer. Quand on a 20 ans, on n'y pense pas. Quand on a 40, on se dit merde, j'aurais dû le faire plus tôt. Et là c'est jamais trop tard, hein, c'est jamais trop tard, mais disons que plus on attend, plus le temps joue contre nous et plus on fait des erreurs. Et donc le quatrième point, il y en aura 5 au total, donc le dernier ce sera l'effet de levier, mais le quatrième point c'est le krach immobilier. Le krach immobilier, c'est ce qui fait peur, c'est de dire j'ai mis 100 dans un actif, j'ai mis 100 000 euros dans un appartement. Donc, moi je prêche pour les immeubles de rapport, donc imaginons que ce soit dans une petite ville, 100 000 euros ça peut se trouver, mais disons qu'on met 100 000 euros dans quelque chose, ça perd 20%, et là on voit sur son smartphone, sur le bon coin, sur Se Loger, etc., qu'on a perdu 20%, du coup on se dit j'ai fait le pire investissement du siècle, mais en fait on s'en fout. On s'en fout parce que vous aurez fait cet investissement-là en empruntant, donc c'est même pas vous qui payez, c'est la banque, et les locataires, si vous avez bien choisi votre emplacement, si vous avez bien choisi votre type de bien, si vous avez bien sélectionné vos locataires, que c'est de l'optimisation fiscale au niveau meublé, non meublé, LMNP, SCI, etc. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet que je vous recommande d'aller voir. En fait, vous allez être gagnant sur le long terme, quelles que soient les périodes que l'on traverse, même s'il y a 10 ans de récession ou de dépression économique entre 2020 et 2030, on va quand même pouvoir tirer notre épingle du jeu. C'est la même stratégie que Warren Buffett. Warren Buffett qui ne vend jamais ses actions parce que tout simplement il s'occupe de constituer un fonds de portefeuille, un cœur de portefeuille où il a des actions à dividendes entre 2 et 5, 7% si vraiment c'est exceptionnel. Et donc du coup, lui peut se permettre par exemple d'acheter une action à 100 et que 10 ans plus tard, elle soit toujours à 100 parce qu'en fait, il y aura toujours les petits pourcentages qui s'accumuleront entre les périodes au fur et à mesure des années. Et en fait, les 100 qu'il a investis au départ, même s'il y a de l'inflation et qu'ils sont dévalués, etc., et qui correspondent à 100 plus tard, il a comblé l'inflation, il a amorti sa perte puisqu'il a touché des rentes entre-temps. Et puis, en général, 10 ans après, si l'entreprise a été bien analysée, bien valorisée, elle passe de 100 à 200, j'en sais rien, sur les 10 ans d'après. Donc sur 20 ans, il a quand même réussi son pari. Voilà, c'est une stratégie, c'est une façon de penser qu'il faut vraiment adopter. Et avec l'immobilier, c'est d'autant plus vrai, puisque bon, détenir une action sur 20 ans, c'est difficile parce qu'on voit le marché évoluer tous les jours et du coup on a envie de vendre, envie d'acheter, envie de vendre, envie d'acheter. L'immobilier, une fois qu'on l'achète, clairement, si on le revend avant 5 ans, on a déjà perdu les frais de notaire. Donc c'est absolument totalement contre-productif. Et donc du coup, il faut investir sur le long terme en occultant tous les économistes qui prédisent le malheur. Parce que même si le malheur arrive, à moins que ce soit la fin du monde, et là vous aurez d'autres soucis, le krach immobilier, c'est pas si grave. Il y en a eu par le passé des 10%, des 20%, en fonction des villes, en fonction des pays, etc. Nous, on est dans une zone économique qui est quand même assez stable que pour dire qu'on a de la perspective devant nous. Et pour exemple, regardez l'immobilier dans les années 95-96 à Paris, c'était pas joyeux. Regardez la crise des subprimes qu'on a eue en 2000, fin 2007, 2008, reprise en 2009, crise de l'euro en 2012, donc ça a duré longtemps tout ça. Et on s'en est sorti toujours avec, en étant optimiste, avec des portefeuilles qui sont bien constitués. Donc c'est surtout ça qui est important. Vous auriez conservé de l'euro, dans tous les cas vous auriez perdu plus, vous auriez conservé même du dollar qui est la monnaie de référence, vous auriez perdu plus. Et du coup, le cinquième point que je vous ai promis, qui est une des raisons fondamentales pour laquelle il faut s'intéresser à l'immobilier, c'est l'effet de levier. Donc la différence entre ce que l'on emprunte et ce que l'on perçoit réellement, c'est là où la plupart des investisseurs débutants se trompent. Ce que je veux dire, c'est que on va avoir des périodes ou des taux d'intérêt qui sont plus élevés, qui sont un peu plus difficiles, où les banques resserrent les conditions d'octroi de crédit. Et du coup, ce qui est important, c'est de garder toujours le spread, donc la différence entre le taux d'emprunt, qui soit fixe, bien sûr, parce que si vous empruntez à des taux variables, c'est l'inconnu. Il faut toujours se dire que maîtriser au plus possible les aléas, c'est maîtriser son investissement, avoir des chiffres mathématiquement qui tiennent la route. Eh bien, c'est là où on reste gagnant. On n'a quand même pas non plus des taux à 7, 8, 9% qui sont dissuasifs, là, qui sont carrément
confiscatoires, on a des taux qui sont encore relativement bas, mais comme on est mal habitué, eh bien on se plaint. Alors évidemment, il y a toute une partie qui est due à l'anticipation de la crise de par les établissements bancaires et financiers, qui est de dire, ben oui, mais au-delà du taux, il y a le dossier n'est pas assez solide, donc je ne m'engage pas, même si les taux pourraient être intéressants. C'est là, c'est à vous de creuser un peu, il faut se mettre en bonne relation avec des courtiers, se mettre en bonne relation avec son banquier, et une action que vous pouvez faire tout de suite, hein, évidemment, c'est dès que vous percevez votre salaire, c'est virer une somme, la même tous les mois, sur un compte bancaire différent ou sur le même compte bancaire, mais sur un livret A, etc. Ne pas avoir d'agio, ne pas avoir de découvert, et ça va rassurer tout le monde sur le long terme, même si vous n'empruntez pas tout de suite, vous le faites pour dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Même si vous venez de commencer un job. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à faire pour avoir bonne figure, et puis surtout, c'est même des bonnes pratiques personnellement à avoir pour pas vivre au moins le mois et dépenser tout ce qu'on gagne. Rappelez-vous que quand on produit plus que ce qu'on consomme, sur le long terme, ça fait forcément des étincelles, des feux d'artifice sur un patrimoine, et c'est l'objectif qu'on doit absolument tenir. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas la chaîne secondaire, analyse macro. Je l'ai intitulée comme ça. Elle est dans la description et ça m'aide beaucoup. Donnez-moi de la force, s'il vous plaît, parce que c'est un environnement qui est ultra concurrentiel. On va essayer de se tenir sur des sujets qui font peut-être polémique, sur des sujets qui sont un peu l'avenir de l'investissement. Il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi d'autres choses qui sont à regarder. D'ailleurs, je vous dirai un peu ce que je fais moi sur les investissements alternatifs, hein. Il n'y a pas que l'immobilier comme je l'ai dit, il y a toutes sortes d'actifs dont on peut discuter. Et moi, je veux faire des vidéos justement sur ce genre d'investissement alternatif parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde, surtout en période de crise où tout se casse la gueule, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Ne partez pas trop vite parce que du coup, je vous mets une autre vidéo qui va vous intéresser et qui va vous former sur l'investissement de manière générale et surtout sur l'immobilier puisqu'on est sur Analyse Immo. Je vous dis à bientôt. Ciao.